Ça a été un moment d'émerveillement, il faut le dire. Et donc, nous avions envie qu'il soit là, partager avec vous aussi, le public, son expérience de compositeur de musique, mais aussi de compositeur pour des réalisateurs. Je crois que c'est deux actes qui sont importants. Donc Damien, je te laisse poser la première question. Justement, la première question, c'était comment vous êtes passé justement de compositeur, arrangeur, producteur pour la musique française, de la variété française, à devenir compositeur de musique de film? Je pense qu'on ne devient pas compositeur de musique de film. On est compositeur et on fait de la musique. On écrit pour le cinéma. Mais cette formation que j'ai eue, qui est une formation d'autodidacte, m'a permis, à travers la chanson, de faire une chose essentielle pour le cinéma, c'est-à-dire savoir composer des thèmes. Car dans la chanson, il y a forcément un thème. De faire des arrangements, c'est aussi une très bonne chose parce qu'on maîtrise petit à petit l'orchestration. Mais encore une fois, tout ça, je suis rentré dans tout ça tout à fait par hasard. Ce n'était pas mon but du tout de devenir orchestrateur ou arrangeur ou producteur. Tout ce que je voulais, moi, quand j'étais gamin, c'était faire de la musique. Et comme j'étais contré dans ma famille, j'ai attendu de finir ma deuxième année de droit pour me jeter à fond dans la musique, en partant au Brésil d'abord, où je pensais vivre, et puis en passant par la France. Et c'est tout à fait par hasard que je suis devenu orchestrateur, puis compositeur de chansons. Mais je crois que je suis né compositeur, certainement. J'ai mis beaucoup de temps à brider mon instinct jusqu'à l'âge de 29 ans. Et là, j'ai décidé d'arrêter les orchestrations et la composition de chansons et de prendre des cours de contrepoint avec un professeur à la retraite du conservatoire. Mais je voudrais juste dire que je ne suis pas un cas unique d'un compositeur arrangeur de variété. J'ai orchestré pour des Brésiliens, j'ai orchestré pour des Italiens, dont Mina, la chanteuse Mina. Il y a dans la musique de film, il y a Henry Mancini qui a commencé comme arrangeur de Glenn Miller, arrangeur de beaucoup de chanteurs populaires, enfin chanteurs de variété américaine. Il y a Quincy Jones aussi qui était arrangeur, compositeur. Il y a, pour citer en France, Michel Legrand. Michel Legrand a commencé sa carrière comme compositeur de chansons, arrangeur de Miles Davis, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, si vous voulez, c'est ce début dans un domaine qui est considéré comme mineur et que je considère comme un grand domaine, le domaine de la chanson, a été presque une bénédiction pour moi. Parce que j'ai pris un peu mes marques et puis j'ai appris aussi, parce qu'on reçoit un thème d'en haut, une chanson, c'est juste une ritournelle, quelque chose qui vient, et puis après, on apprend à le développer, on apprend à en faire vraiment, à le structurer et à en faire quelque chose qui reste. J'ai commencé dans la musique de film tout à fait par hasard, parce que comme je produisais Françoise Hardy, pour laquelle j'écrivais des chansons aussi avec Michel Jonas, j'ai connu Jacques Dutronc, qui aimait beaucoup ce que je faisais pour Françoise, et qui un jour a parlé de moi à Jean-Luc Godard. Donc j'ai débarqué, si vous voulez, dans le cinéma avec un personnage particulièrement intéressant, mais qui est complètement hors norme. Et le premier film que j'ai fait, c'est Sauf qui peut la vie, donc Jean-Luc Godard. Voilà comment ça a commencé. Alors, je vais vous raconter quand même comment ça s'est passé, parce que ça en vaut la peine. J'ai rencontré Jean-Luc Godard en 1979 avec Marine Karmitz, que je ne connaissais pas à l'époque, dans un bistrot à Saint-Cloud. Et il m'a dit, voilà, c'est l'histoire de ceci, cela. Je voudrais que vous orchestriez l'ouverture du deuxième acte de la Joconde de Ponchielli, un compositeur vériste. Et moi qui sortais de 8 ans d'orchestration, j'en avais vraiment assez, je me suis permis de lui dire qu'il fallait qu'il trouve un orchestrateur qui a envie de faire ça, parce que moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est de composer de la musique. Et on s'est quitté de cette manière-là. Puis il m'a écrit en disant qu'il aimait bien notre première approche et que je pouvais composer de la musique à condition que je finisse le film avec le thème de la Gioconda de Ponchielli. J'ai demandé de voir des images. Et il m'a dit, je vais vous parler du film, je ne vais pas vous donner des images. Et donc ma première expérience dans le cinéma, ça a été l'imagination. C'est-à-dire, quelqu'un me raconte ces images à venir et j'imagine. Ça a été la première fois que j'écrivais pour le cinéma sans voir des images. J'ai donc écrit,
Jean-Luc est venu en studio. Il n'y avait pas de budget pratiquement. Il y avait juste un clavier. Et à l'époque des synthétiseurs, les synthétiseurs de l'époque, en 80, c'était vraiment très primaire. Et j'ai enregistré la musique. Il n'a presque pas parlé pendant les séances. Il a pris la musique et il a monté les images sur la musique. Donc, première expérience pour quelqu'un comme moi qui n'est pas au départ cinéphile, parce que quand je vivais au Liban, je n'avais pas l'occasion d'aller au cinéma. Je crois que j'ai vu 2 films quand j'étais au Liban. Un qui m'a vraiment frappé et dont j'ai gardé un grand souvenir, qui s'appelle Marnie, de Hitchcock. Et un autre film, un péplum, qui s'appelait La chute de l'Empire romain. En gros, c'était ça, ma culture cinématographique, quand j'ai commencé le cinéma. Et je continue à dire que je ne suis pas un grand cinéphile, c'est vrai. Mais Thierry Frémaux m'a contredit, puisqu'il m'a invité à faire part du jury au Festival de Cannes. Et je m'y suis rendu. Je lui ai dit, mais tu sais bien que je ne suis pas un cinéphile averti. Il m'a dit, ce n'est pas important. Ce que je voudrais, c'est l'avis d'un artiste, de quelqu'un de sensible sur un ensemble qu'on appelle un film. Dans un film, il y a tout. Il y a le théâtre, il y a la musique, il y a la chorégraphie, il y a même la sculpture. Il y a tellement de choses dans le cinéma. Donc c'est petit à petit, si vous voulez, que je suis rentré en cinéma. Mais au départ, je n'étais pas du tout prêt à travailler sur des images. Je ne savais pas comment on faisait. Et toute la première partie de mon expérience avec le cinéma a été une sorte de... J'ai envahi l'image avec des musiques très très recherchées, mais dont probablement les images n'avaient pas tant besoin. Elles avaient besoin de choses ponctuelles. Alors, j'ai continué à travailler avec toujours ce souvenir de Godard dans la tête. Je me suis dit, écoute, puisque tu n'es pas un homme d'image apparemment, il faudrait que tu trouves un moyen de collaborer, parce que rien n'est plus beau que le cinéma, et rien n'est plus beau que la musique aussi. Simplement que la musique, elle, provoque des images, alors que les images ne provoquent pas de musique. Il y a des images qui sont très musicales, à voir dans Bergman ou dans d'autres grands réalisateurs. Et donc j'ai trouvé une approche qui n'est pas du tout orthodoxe, et que je continue à pratiquer. Je dis, puis c'est une approche, ce n'est pas une méthode, parce qu'il m'est souvent arrivé de passer, d'oublier cette approche-là et de travailler sur des images déjà terminées. Mon approche est la suivante, c'est comme dans nos pays, on considère que le compositeur est un co-auteur. Moi, je pense que pour être un co-auteur dans un film, sachant qu'un réalisateur passe 2 ans, 3 ans à monter son film, à l'écrire ou à le faire écrire, à revoir le scénario, à essayer de trouver des financements, à faire un casting des acteurs, à aller dans plusieurs endroits pour faire des repérages. Il passe quand même du temps. Nous, compositeurs, nous sommes souvent appelés à la fin, nous arrivons à 3 mois, 3 mois avant le mixage, et on nous dit, voilà, ce sont les images, je veux que tu me fasses de la musique, et je veux que ce soit formidable. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de cynique là-dedans, et qui ne correspondait pas, en tous les cas, à mon éthique. Et donc, j'ai essayé, chaque fois que je travaillais sur un film, de passer du temps. C'est-à-dire, je dis au réalisateur, je veux lire le scénario, et après, je veux imaginer la musique. Même s'il y a une grande différence entre un scénario écrit et plus tard les images tournées. Et cette recherche que je commence à faire sur l'écriture me permet aussi d'approfondir, de creuser un peu plus. Elle me permet aussi une chose très très utile dans toute démarche artistique, de me tromper. De ne pas viser simplement juste. Je pense que viser juste n'est pas intéressant, en tous les cas pour moi. Et donc, je me suis dit que j'allais accompagner ce processus, c'est-à-dire rencontrer le réalisateur qui me parle de son film, comme Godard m'a parlé de son film, aller sur le tournage, rencontrer les acteurs, les actrices, et accompagner le processus entier du film, quitte à faire autre chose pendant le tournage, parce que je ne vais pas rester 1 an simplement en attendant un film. Mais la majorité des films dont je pense avoir réussi l'harmonie de la musique avec celle des images et du film sont des projets sur lesquels j'ai passé 8 à 10 mois. Sur le 37.2 le matin avec Jean-Jacques Benex, la musique était entièrement écrite avant le tournage. L'avantage de cette approche, ils sont nombreux les avantages. Premier avantage, c'est que les acteurs qui ne sont jamais au courant de la musique, parce que quand ils ont fini de tourner, c'est là qu'on commence à monter et à appeler un compositeur. Les acteurs connaissent la musique. Et même si c'est inconscient, même si c'est subliminal,
le fait de connaître la musique, c'est Depardieu qui m'a dit ça pour La Lune en caniveau. Il m'a dit, le fait de connaître la musique, ça influe quand même sur votre manière de jouer, sur votre manière de vous comporter, de bouger même. Donc, il y a d'abord ça. Il y a la deuxième chose qui est une plaie en ce moment, c'est-à-dire que beaucoup de réalisateurs ne pensent pas à leurs compositeurs, ils y pensent à la fin. Mais comme de nos jours, il faut toujours faire des projections publiques pour revoir un film, pour en connaître l'impact à venir, on utilise ce qu'on appelle des musiques temporaires. Et ces musiques temporaires sont prises dans toutes les musiques de films qui existent. Et souvent, même, les monteurs montent sur les musiques à l'envers, ce qui est très, très étrange. Et c'est après qu'on appelle un compositeur qui se débat comme un damné pour essayer de sortir le réalisateur et le monteur de leurs habitudes de musique temporaire. Donc, deuxième avantage, le fait d'habiter déjà le film par des maquettes. Et enfin, je pense, le dernier avantage, c'est qu'on ne peut pas pénétrer vraiment un projet comme un film si on arrive à la fin. Donc, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est toujours été de m'impliquer autant que possible, quitte à me tromper, encore une fois, de m'impliquer dans un projet. Parfois, les actrices m'ont inspiré des musiques. Béatrice Dalle, du fait qu'elle ne savait pas jouer de piano, m'a inspiré le thème de 37.2 le matin, le thème pour 2 pianos. Donc, toutes ces choses font qu'il m'est toujours difficile de parler de mon approche, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas du tout orthodoxe, mais moi, en tant que compositeur, en tant que fou de musique, qui, depuis que je suis petit, voulait devenir vraiment compositeur, je m'y retrouve. Parce que je ne donne finalement que la fleur de mon inspiration, travailler évidemment, il y a le cœur, mais il y a aussi le métier. Et que je fais moins de films peut-être, mais je fais des musiques qui sont honorables pour la musique, et je fais des musiques pour le film qui servent le film. C'est ainsi que je travaille. Alors, je sais que j'ai reçu un Oscar et bien d'autres récompenses. Pour le premier film, c'est Le Patient anglais, puisqu'il y a eu plusieurs nominations après. Et je crois que ce que les Américains ont apprécié dans ce projet, dans ce film, il n'y a pas que la musique, il y a tout le film lui-même, c'était que c'était une musique qui n'était pas dans la tradition, d'une certaine manière. Il y avait un hommage à Jean-Sébastien Bach, il y avait l'Orient qui était là, il y avait plein de choses très, très différentes. Donc, est-ce que je fais partie de la French Touch? Je ne sais pas, parce que bon, j'ai des origines quand même libanaises, puis après j'ai vécu au Brésil, etc. Mais je sais que il y a une chose qui est intéressante. Je déborde un peu le sujet, mais je veux parler de ce qu'on appelle la French Touch. Le cinéma a commencé d'abord avec... Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la musique de film, mais ça a commencé quand même, si mes souvenirs sont bons, avec la Austrian Touch, c'est-à-dire Erich Korngold, un élève de Mahler, qui était un compositeur brillant, qui est parti à Hollywood exilé à cause des nazis, et qui est un des premiers qui a vraiment donné le ton, je dirais, de la musique de film, suivi par Max Steiner, encore un autre étranger. C'était les Autrichiens, les Allemands, puis après sont venus les Hongrois, comme Miklos Rocha, après les Russes, comme Dimitri Tiomkin. Donc le cinéma n'a pas vraiment été... La musique de film n'a pas été vraiment américaine. Elle n'a pas eu une American touch jusqu'à très très longtemps après, c'est-à-dire à partir de Alfred Newman, John Williams, etc. Et je pense que la French touch a apporté quelque chose dans la musique de film, en tous les cas, qui est inégalable. C'est-à-dire, si je prends l'exemple typique de la French touch, pour moi, il y en a deux. C'est Maurice Jarre et Michel Legrand. Il y en a bien d'autres, puisqu'il y a Alexandre, il y a Georges Delerue, évidemment, mais disons que Maurice Jarre, qui était là bien avant, et Michel Legrand, qui l'a suivi, ont apporté quelque chose d'unique. C'est-à-dire, cette chose unique, j'essaye de la définir. Il y a d'abord une chose qu'on ne trouve pas dans la musique de film normalement, une thématique. Il y a des thèmes qui sont lisibles, audibles, mémorisables. Et ce n'est pas fait exprès, on ne fait pas des thèmes pour qu'ils soient mémorisables. Mais ces gens-là savaient faire, ces compositeurs, des thèmes qui sont mémorisables, qui subliment les images, qui restent dans nos oreilles et qui épousent complètement chaque film. D'abord, il y a ça. Donc, le sens de la mélodie. Mon Dieu, que c'est difficile. Je pense qu'on naît avec.
Et même quand on est avec, on la travaille, cette mélodie. Parce que moi, il m'arrive souvent par instinct de trouver des mélodies, mais je les retaille, je les retravaille jusqu'à ce que vraiment ça ait l'air de couler, mais pour moi, ça n'a pas coulé aussi rapidement. Il y a ça. Il y a un sens de l'harmonie aussi, qui est très très beau. La couleur, le timbre. Il y a le grandiose sans que ce soit pompeux. Il y a l'économie de moyens, il y a la pudeur, un peu comme dans la musique de Ravel. Et je peux définir la French touch de cette manière-là, c'est-à-dire quelque chose qui ne suit pas un flux normal, qui ne suit pas une mode, qui n'est jamais grandiloquent, qui est toujours sur la pointe des pieds, mais quand il se déchaîne, vous prend complètement le cœur et l'âme. Je voudrais juste rebondir, Gabriel, sur ce que vous venez de dire sur la French Touch. Est-ce que la musique française, Debussy, Ravel, Fauré, Saint-Saëns, tous ces compositeurs, Ernest Chausson, je pense aussi, ont influencé votre travail, justement, et ont influencé certainement les autres compositeurs dont vous parlez, par ce sens de la mélodie, de ce qu'on appelle du Lied en allemand, mais qui est de la mélodie française. Oui, moins Debussy certainement, qui était peut-être un grand mélodiste, mais qui toujours s'est échappé de la mélodie tonale. Mais certainement, les mélodistes comme Fauré, comme Chausson, oui, ce sont des grands mélodistes. Il y a de grands mélodistes dans toute la musique française. Ravel, enfin, quand on écoute l'adagio du concerto en sol, quand on écoute ne serait-ce que le boléro, il y a une mélodie. Mais ça, tout m'influence. Je veux dire, moi, ce qui m'a le plus influencé en musique, et continue encore aujourd'hui à m'influencer, c'est Bach et sa structure. Donc ce n'est pas vraiment français, mais quand je parle de Maurice Jarre, de Michel Legrand, de Georges Delrue, de nous tous aujourd'hui, il y a cette touche française qui est de ne pas arriver avec des gros pieds et d'écraser d'une certaine manière. C'est toujours fait avec une grande finesse et une grande pudeur. Et je dis encore une fois, je répète, ça peut être grandiose. Quand on écoute la partition de Laurence d'Arabie, par exemple, de Maurice Jarre, c'est grandiose. Mais c'est un grandiose qui est, je dirais, presque retenu, qui est élégant. Voilà, cette élégance. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas dans la musique américaine, certainement que ça existe, en tous les cas dans la musique américaine que je connais jusqu'aux années 50, 60, parce qu'il y avait de très grands compositeurs à cette époque-là. Donc je n'arrive pas à définir, parce que moi, chez moi, il y a certainement cette fréquentation de Ravel, Debussy, Fauré, Poulenc, Dutilleux. Il y a certainement cette fréquentation. Mais il y a aussi tout mon passif. Je suis né dans un pays du Moyen-Orient, j'ai eu une passion pour le Brésil, j'ai vécu 2 ans au Brésil. Il y a cet ensemble de choses qui fait que nous ne sommes pas simples. Nous avons une culture qui est large. Et plus notre culture est large, plus nous avons écouté de choses, et plus ces choses reviennent dans nos compositions. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Amérique, mais c'est très souvent des gens qui sont européens, qui ont créé d'origine européenne, qui ont créé la musique de film aux États-Unis. Alors justement, pour rebondir là-dessus, comment vous êtes passé, je dirais, de Jean-Jacques Benex à Anthony Minghella? Comment s'est passé d'un seul coup cette carrière internationale qui a démarré pour vous de façon... Je dirais c'est grâce à Jean-Jacques Benex, puisque Anthony Minghella était un grand amateur de la musique que j'avais écrite pour Jean-Jacques Benex, 37.2 le matin, et il aimait beaucoup aussi une autre musique que j'avais écrite pour Jean-Jacques Hano, un autre Jean-Jacques, qui s'appelle L'Amant. Et il connaissait très bien ces musiques et il avait envie de me rencontrer. Et je me souviens, la première rencontre avec Anthony Minghella était surréaliste, parce qu'il m'a appelé pour une publicité. Et on s'est rencontrés donc dans une salle de publicité sur table ronde. Celle-ci n'est pas ronde, merci. Une table ronde avec tous les publicitaires, le responsable de ceci, le responsable. Et au fond, il y avait un homme souriant, avec les yeux rieurs, qui était Anthony Minghella, que j'ai rencontré pour la première fois. Il s'agissait de faire une publicité pour le téléphone portable de l'époque. On était en 1994, c'était des Panzer, des gros trucs comme ça. Et c'est marrant parce que j'ai fait cette publicité avec lui et il m'a dit, c'est comme ça finalement que nous nous sommes fiancés avant de nous marier. C'est en faisant quelque chose qui n'a rien à voir avec ce à quoi il me destinait. Après ça, 2 ans plus tard, il m'a appelé
pour Le Patient anglais, et je sais qu'il s'est battu pour m'avoir. Non pas que j'étais très pris, mais il s'est battu avec son producteur, Saul Zaentz, qui ne voulait pas un compositeur français ou européen. Il lui dit oh, les Français, on ne peut pas avoir confiance, ou un truc de ce style. Je ne me souviens pas des termes exacts. Mais Anthony Minghella a tenu bon. Et il m'a demandé de composer les thèmes avant le tournage. Et j'étais à San Francisco pour les jouer à Saul Zaentz au piano, parce qu'il entend quand même. Et c'est comme ça que j'étais engagé sur Le Patient anglais, parce qu'Anthony Minghella vraiment a tenu ma voix. Donc, si vous voulez, l'aventure du Patient anglais, moi j'étais tout à fait inconscient de l'impact que cela pouvait avoir. Et quand j'ai été aux Oscars, à la cérémonie des Oscars, le film avait été nominé 9 ou 10 fois, je crois. J'entendais les Oscars tomber pour ceci. Je me dis certainement que je ne l'aurais pas parce qu'ils en ont déjà donné à tout le monde. Et puis mon nom est arrivé, et puis je l'ai eu. C'est très bien, formidable. J'étais très très heureux. J'étais vraiment je trouvais ça, oui, incroyable. Comment est-il possible que moi j'ai un Oscar? Bref. Et après ça, j'ai eu des propositions des films américains. Et les films américains qu'on m'a proposés à l'époque étaient tous, pendant 4-5 ans, des ersatz du Patient anglais. C'est-à-dire que j'ai été mis dans une case qui s'appelle spécialiste de musique dramatico-lyrique, avec de préférence un des personnages qui meurt à la fin. Donc, première proposition que j'ai eue, je crois c'était City of Angels, avec Nicolas Cage et Meg Ryan. Et, bon, Meg Ryan meurt à la fin, puis après, mon agent américain me dit, j'ai un autre film pour toi qui s'appelle Message in a Bottle, avec Kevin Costner et une grande actrice, j'ai oublié son nom, et Kevin Costner meurt à la fin. Puis il y en a eu 3-4 comme ça, un film avec Robert Altman, bon, qui était beaucoup plus intéressant évidemment. Et puis je me suis dit, finalement, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Je veux l'éclectisme. J'ai envie de faire une comédie, j'ai envie de faire un film d'animation, j'ai envie de faire des choses différentes. Donc, je suis rentré à Paris et je me suis dit que j'allais m'intéresser beaucoup plus au cinéma européen. Et c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Et je suis là aujourd'hui et je m'intéresse aux jeunes réalisateurs, de préférence, aux jeunes, parce que ceux-là sont encore, je dirais, vierges d'habitude ils sont pas comment dire, déterminés à avoir tel type de musique. Ils ne sont pas dirigistes. Ils sont encore ouverts, disons. Ils sont encore ouverts. Donc me voilà ici où je travaille d'une manière qui me plaît, qui m'intéresse, et surtout je découvre des jeunes talents. Récemment, j'ai fait un film de Johan Chemla qui s'appelle Si tu voyais son cœur, bon, qui a été un peu vilipendé par les critiques, mais je trouve quand même que pour un premier opus, c'est vraiment très bien. Et puis j'ai rencontré, il y a 3 ans, sans l'avoir rencontré, Xavier Dolan. Parce qu'après Anthony Minghella, quand Anthony est mort en 2008, j'ai arrêté la musique de film pendant 1 an. Je ne voulais plus. Oui, parce que vous le considérez comme un frère, c'est ce que vous nous dites. Oui, et puis parce que je considérais finalement que pour moi, travailler avec un réalisateur, ça ne pouvait être que ça. C'est-à-dire vraiment une sorte d'empathie totale, de vue d'esprit très similaire, d'amitié très forte. C'est ce qui produit, c'est ce qui a produit mes musiques, c'est cette amitié, c'est ce respect que j'ai pour lui. D'ailleurs, les 4 films qu'on a faits ne se ressemblent pas du tout, parce que chaque fois, nous ne sommes pas assis sur nos habitudes, chaque fois, nous avons été défricher des terres nouvelles, que ce soit dans Le talentueux Monsieur Ripley ou Retour à Coldmountain, etc. Et donc, on me propose il y a 3 ans un film d'un jeune dont je ne connaissais pas le nom, Xavier Dolan. Et on m'a envoyé le film, qui était déjà tourné, et j'ai acheté les films qu'il avait fait précédemment. Je ne savais pas l'âge qu'il avait déjà. Et j'avais acheté Lawrence Anyway, J'ai tué ma mère, je crois. Et j'ai regardé ça. Et je trouvais qu'il y avait vraiment... Bon, c'est un foisonnement d'idées incroyable, c'est très mouvementé, mais en dépit de toutes les petits manques ou les petits défauts qu'il pouvait y avoir, il y avait vraiment une personnalité derrière. Donc j'ai demandé à la personne, à l'entremetteur, j'ai dit, c'est d'accord, j'ai envie de faire son film, mais je voudrais le rencontrer. Eh ben, c'était impossible de le rencontrer, il était au Canada en train de tourner un autre film.
Donc on s'est parlé au téléphone et j'ai enregistré la musique. Il n'est pas venu à l'enregistrement. Je lui ai envoyé. Et il m'a écrit une longue lettre pour me dire qu'il adorait la musique, qu'il avait redécouvert son film à travers la musique. Et le temps est passé et on ne s'est jamais rencontrés. On ne s'est pas rencontrés avant Cannes de l'année d'après, où lui présentait son film Mommy. Et c'est là qu'on a déjeuné ensemble et qu'on s'est vus pour la première fois. Et je lui ai dit clairement, je lui ai dit, moi, voilà comment j'aimerais travailler. J'aimerais vraiment connaître le scénario, j'aimerais qu'on parle du film à l'avance, j'aimerais composer des choses à l'avance, quitte à ce qu'on les rejette après. C'est pas le problème. Si vous voulez, le problème n'est pas de finir un travail. Le problème, c'est de commencer un travail, de trouver la thématique, et après, si la thématique colle avec le film et l'esprit du film, c'est de ciseler toutes ces trouvailles sur les images. C'est là que je rentre dans le détail de l'orchestration, de la structure même des musiques. Et il m'a dit que ça l'intéressait, et nous avons fait ensemble Juste la fin du monde, où j'ai écrit la plupart des musiques avant le tournage. Ce qui lui a permis, comme il aime beaucoup travailler en musique, ce qui lui a permis de monter aussi sur ces musiques-là. Et le troisième projet qu'on a fait ensemble n'est pas encore sorti. Il y a 2 heures de musique que j'ai enregistrées en juillet cette année, et il est encore en train de monter son film. Voilà où j'en suis et où nous en sommes aujourd'hui. Et justement, quel est le processus de création d'une composition, par exemple pour Xavier Dolin? Comment vous commencez? Sur quels sentiments? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des rythmiques qu'on peut associer facilement à certains types de scènes, de sentiments? Voilà. Quel est le process d'une certaine manière Le procédé change d'un film à l'autre. Voilà. Pour dire simplement que mon approche n'est pas une approche que je revendique tout le temps. Je pense qu'une des seules musiques que je me permets d'écouter de moi, parce que je n'écoute pas mes musiques, est celle que j'ai écrite pour un film où je n'ai pas du tout été investi au départ, qui s'appelle Camille Claudel. Et là, Isabelle et Bruno Nuiten m'ont dit, voilà, nous avons le film Un ours de 4 heures, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, je n'avais pas du tout préparé les choses avant. Je ne sais pas comment ça part. Ça part parfois, je ne sais pas, au détour d'une page, je lis, je demande, je parle beaucoup avec le réalisateur. Nous écoutons des musiques ensemble aussi. Je lui fais des propositions. Nous vivons un peu ensemble. Sinon, ce processus de travail n'est pas possible. S'il n'y a pas vraiment une sorte de fraternité, de cohabitation, je dirais même. Donc, je ne sais pas comment ça vient. Je sais simplement que j'ai des idées, que je note ces idées, que je les développe, que je les torture, que je les varie, que j'en change l'harmonie, que je crée des contre-chants qui eux-mêmes deviennent des thèmes, etc. Si vous voulez, je donne toujours cet exemple qui est très prosaïque. Un cuisinier, parce qu'après tout, nous sommes des artisans, nous aussi. Un cuisinier, pour faire son plat, pour créer son plat, il prépare d'abord, il a les ingrédients. Une fois qu'il a les ingrédients, c'est là qu'il peut vraiment créer son plat. Moi, je prépare mes ingrédients en composant. Je vis en composant, je respire en composant. Tous les jours, je compose, même si je n'ai aucun projet. C'est un acte normal pour moi, c'est un acte évident. Donc, je compose, je crée, dans l'absolu, encore une fois, sans finalité. La finalité étant le film, parce que j'ai été inspiré par le scénario ou parce que le réalisateur m'a raconté de ce qu'il va faire. Et une fois que j'ai tout ça, à ce moment-là, je suis vraiment, disons, non pas face à l'image, parce que je ne travaille jamais face à l'image. Je regarde le film plusieurs fois, jusqu'à ce que je l'ai vraiment dans le cœur, dans la tête. Et alors, je travaille avec le souvenir de l'image. Et je confronte ce que j'ai trouvé avec la scène en question. Et je réajuste. Je ne veux pas travailler avec les images qui déroulent devant moi. Je suis incapable. Sinon, je pense qu'on fait ce qu'on appelle du underscore, c'est-à-dire on tapisse. On tapisse d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de méthode. Il y a juste aller vers l'autre d'une certaine manière, essayer d'épouser ses idées, son projet, ses acteurs, ses couleurs, les mouvements de la caméra. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles je travaille et je m'attelle après avoir composé la thématique et toutes les thématiques possibles, y compris celles qui ne sont même pas désirées dans le film, on ne sait jamais. Donc, je fais œuvre de compositeur avant tout, je rends à la musique ce qu'elle m'a donné, et je donne au cinéma tout ce que je peux avec ce que j'ai trouvé.
Mais du coup, Gabriel, est-ce que le cinéma est suffisant? Là, vous venez de donner 2 magnifiques soirées à la Philharmonie avec un orchestre symphonique. Le London Symphony Orchestra. Le Oui. London Symphony Orchestra, qui est quand même un des plus grands orchestres symphoniques du monde. Et d'une certaine façon, vous êtes un compositeur. Mais, c'est ça. Mais je crois que le fait d'être compositeur en soi ne peut que servir le cinéma. Au contraire. Au contraire. Je sais que durant le concert, beaucoup de mes œuvres étaient jouées sans images. Elles avaient un sens. Mais si vous les mettez avec l'image, elles en ont encore plus. Et en tous les cas, l'image est sublimée par ces musiques-là. Donc, agir comme un compositeur sans se dire j'ai un rapport avec l'image qui est différent, c'est tout. Mais je n'ai aucun ni mépris, ni ignorance de l'image. J'aime l'image, mais je me suis rendu compte pour moi que je peux beaucoup mieux la servir quand je m'éloigne d'elle. Et que je reviens vers elle pour faire ce travail de bijoutier, de joaillier, de sertir les perles que j'ai trouvées, si ce sont des perles, et de les sertir à l'image près, au dialogue près, au personnage, au sentiment, à tout ce qui se dégage d'une image. Mais que ma musique existe sans les images, tant mieux pour la musique. Mais je n'enlève rien au cinéma. Au contraire, je donne au cinéma tout ce que je sais faire de mieux. Et là, vous venez justement de terminer la composition du premier film de Rupert Everett, qui est sur Oscar Wilde. The Happy Prince. The Happy Prince, qui est sélectionné à Sundance. Qui a eu de très bonnes critiques, je suis ravi pour lui. Oui. Voilà. Comment vous avez travaillé, parce que c'est un réalisateur étranger de fait, puisqu'il est britannique. C'est son premier film. C'est son premier film. Et en plus sur un personnage comme Oscar Wilde, oui, dont on connaît la littérature forcément. Ah oui, que j'adore. Donc comment vous avez travaillé spécifiquement, par exemple, avec lui sur ce film? Est-ce que vous avez, bien évidemment, lu le scénario? Comment s'est passée cette collaboration? Eh bien, je vais vous étonner, encore une fois, comme je n'ai aucune méthode dans ma manière de travailler. Rupert Everett avait déjà tourné son film et il voulait à tout prix que j'en compose la musique. Mais il s'est réveillé un peu tard. Il ne m'a pas appelé avant. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. Tant mieux, parce qu'il y a des cas où vraiment il vaut mieux tout de suite être directement dans la chair, voir et réagir. Donc là, il m'a donné son film et j'avais du temps. Donc j'ai commencé à chercher autour. C'était très délicat parce que ce sont les derniers jours d'Oscar Wilde en France. Donc c'est déjà assez tragique, tout en ayant toujours de l'humour, parce que dans Oscar Wilde, même dans le plus grand tragique, je ne connais pas son dernier mot avant de mourir. Je crois qu'il s'agissait des rideaux dans sa chambre. J'ai oublié, mais c'était quelque chose de vraiment... Bon, comme tous les mots d'Oscar Wilde. Il ne fallait pas être lourd, ni mélodramatique, ni grandiloquent. Donc il fallait vraiment, encore une fois, aller sur la pointe des pieds. Et là, j'ai travaillé pendant 3 mois. Il venait souvent à Paris, il écoutait, on en parlait. Il y a même des citations de Tchaïkovski, il y a une citation de Wagner. Il y a tout ce que Oscar Wilde aimait, tout ce que Rupert Everett a compris dans Oscar Wilde. C'est lui-même qui jouait d'ailleurs le rôle d'Oscar Wilde dans le film. C'est lui qui le joue. Et j'ai écrit cette musique petit à petit, tout le temps, en la confrontant à son goût, en tous les cas à son désir aussi. Il avait un désir d'avoir ma musique, mais il ne savait pas quel type de musique. Donc cette musique est très sobre, elle est très simple. C'est une musique de chambre vraiment. C'est pas du grand orchestre. Et sur ce film, je pense que nous avons atteint ce qui est le but pour tout compositeur avec un réalisateur, c'est d'atteindre cette osmose, cette harmonie, non seulement entre nous deux, mais entre ma musique et son image, et son film. Et je pense qu'on y est arrivé. Je crois que le film sortira bientôt. Oui. On avait parlé en fait avant du premier film de Godard, que vous avez fait, avec les synthés, avec l'évolution justement des outils numériques. Est-ce que ça a apporté quelque chose en plus? Oui. Ça a modifié votre façon de composer? Qu'est-ce que ça apporte? Non, ça n'a pas modifié ma façon de composer. Ça facilite. Moi, je me suis intéressé à ces outils très tôt, au tout début des années 80, parce que j'ai pensé que ces outils nous permettaient de créer une sorte d'instrumentarium nouveau en plus de l'orchestre. Il ne s'agit pas de remplacer l'orchestre, surtout pas. Mais je me souviens pour Maleville, j'étais le premier à expérimenter un appareil qui s'appelait le Fairlight, qui était un échantillonneur. Donc vous mettez dans la machine, à l'époque, je sais pas, je soufflais, je faisais ouh, comme ça pour faire le vent, ou je faisais des gouttes d'eau
avec un microphone pour entendre des gouttes d'eau tomber dans l'eau. J'ai essayé de créer des instruments. J'avais même des oiseaux. J'avais sélectionné des oiseaux sur des disques de fond sonore. Et j'ai essayé d'écrire pour ces instruments comme si j'écrivais pour un quatuor à cordes ou pour autre chose. C'est passionnant de combiner les deux, c'est-à-dire l'échantillon, les synthétiseurs et l'orchestre. Mais il faut une approche, je dirais, presque rigoureuse, c'est-à-dire que je sais que quand on fait un accord sur un synthétiseur, ça résonne partout, c'est monstrueux, en Dolby Stereo, vous en avez plein le ventre, mais c'est justement pour ça que les compositeurs et les gens qui connaissent vraiment la musique devraient s'approcher de ces instruments, devraient s'en servir de temps en temps, parce qu'ils apportent une couleur qui est très intéressante. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, moi je pense que quand David Lean a demandé à Maurice Jarre un thème pour Jivago, Maurice Jarre s'est assis au piano, il a joué ta-da, 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 et David Lean a dû lui dire c'est formidable. Il n'y avait pas à l'époque à faire une maquette pour chaque scène. Aujourd'hui, aucun réalisateur n'accepte de rentrer en studio si je ne lui ai pas fait, moi, avec mon matériel, une maquette qui restitue exactement ce que sera l'enregistrement en studio. Donc ça m'oblige à jouer tous les instruments sur un clavier avec des échantillons, une librairie d'échantillons que j'ai, et à réaliser des maquettes qui parfois me prennent des jours et des jours pour que ça sonne comme un orchestre. Voilà. Il y a de moins en moins de pouvoir d'extrapolation chez les réalisateurs, malheureusement, d'imagination musicale. Et cela tient très souvent au manque de culture. C'est-à-dire que dans nos écoles, on enseigne tout sur le cadrage, sur l'utilisation des lentilles, sur la mise en scène, sur plein de choses dans les écoles de cinéma, mais il y a très peu de choses sur la musique. Très peu de choses. Et moi, j'ai essayé de parler avec des professeurs à l'IDEC à l'époque, je n'étais pas à la FEMIS encore, en disant, mais vous devriez avoir un cours de musique, ne serait-ce qu'un cours d'instrument. Qu'est-ce que c'est qu'un corps anglais? Écoutez, voilà, prenons une image lambda. Nous allons mettre dessus Bartók. Regardez le pouvoir de l'image. Regardez le pouvoir de Bartók sur votre image. Passez. Maintenant, on va mettre de la musique ethnique, je ne sais pas, de l'Afrique du Sud ou un truc comme ça, de tambour. Regardez le pouvoir de l'image. On va mettre Mozart, etc. Voyez le pouvoir de la musique sur l'image et écoutez les instruments pour pouvoir petit à petit avoir un dialogue. Souvent, les dialogues avec les réalisateurs sont difficiles à cause de ça, à cause du manque de connaissances, je ne dirais pas de culture. Et aussi parce que souvent, les réalisateurs n'écoutent que de la musique de film. Or, la musique de film n'est rien, parce qu'elle provient de tout ce qui a précédé. Et donc, il faudrait connaître aussi ce qui a précédé. Ça ne suffit pas de connaître la musique de film. Tout ça, si vous voulez, nous conduit à une sorte de resserrement, de difficulté de dialogue. Que ce soit en France ou aux États-Unis, d'ailleurs. Il y a une difficulté de dialoguer avec un réalisateur. Il y a des réalisateurs éclairés. Je pense que David Lean devait l'être. Je pense que Hitchcock l'était. Je pense que Fellini l'était. Je suis sûr que Sergio Leone l'est aussi. Voilà. Et puis, étrangement, dans ces tandems, le réalisateur offre toujours au compositeur une plage qui lui est réservée. C'est-à-dire que, je prends un exemple, dans Il était une fois dans l'Ouest, tout d'un coup, il n'y a plus que la caméra et l'orchestre. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a même plus de bruitage, il n'y a plus rien. Alors après, les gens se disent, mais que c'est beau. Oui, c'est beau parce que le réalisateur a fait de la place à la musique. Voilà. Et je pense que dans le cinéma américain, on ne fait pas beaucoup de place à la musique. En Europe, on a plus tendance à aller vers ça. Je parle de Fellini, de Leone, certainement. Et Hitchcock qui est anglais aussi. Donc tout ça pour dire, pour revenir aux synthétiseurs et aux échantillonneurs, que tout est intéressant, à condition de ne pas en faire un abus et de ne pas penser qu'avec ces machines, on peut remplacer le vivant. C'est-à-dire un orchestre qui joue, je préfère un orchestre qui joue faux à un synthétiseur qui joue très juste. Je crois qu'il y a des questions en salle. Dans le public, donc si vous voulez, je mets mes lunettes. Écoutez, sur Désordre, j'ai dû travailler comme je travaille pour les films d'animation. C'est-à-dire qu'il y a une musique qui doit être faite avant, qui doit être écrite avant. Je ne me souviens plus de la musique que j'avais écrite pour Désordre. Je me souviens qu'il y avait un violoncelle. Oui,
Oui, ça s'est fait ça après l'image, je crois. Après l'image. Mais vous savez, il faut pouvoir travailler avant l'image obligatoirement pour les films d'animation. Là, je viens de finir un film avec Michel Oslo qui avait fait Kirikou et Azur et Asmar. Sur Azur et Asmar, la musique était composée avant. Parce que l'animation a besoin de la musique pour animer. Pareil pour son nouveau film qui va sortir en octobre, qui est un chef-d'œuvre, je pense. Qui s'appelle Lili à Paris et qui se passe dans le Paris des années 1905 à 1910. La musique aussi est faite avant. Désordre, je regrette, je m'en souviens pas très bien, mais je me souviens que j'avais écrit un thème pour le violoncelle solo, comme dans les suites de Bach, en moins bien. Est-ce que dans le public, il y a d'autres questions? Ah, je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions. Non? Est-ce que ça vous est arrivé de faire comme Miles Davis directement? Je rêve de pouvoir faire ça. Je rêve de pouvoir faire ça. Mais il faut avoir l'aplomb de lui mal. Il faut que quelqu'un ait l'aplomb de lui mal et me dise viens. Mais avant, ça se passait comme ça au cinéma. Le cinéma muet, il y avait un pianiste ou un organiste qui était là et qui improvisait en même temps que l'image. Moi, j'adorerais faire ça. J'adorais. Parce que très souvent, le premier jet... Bon, il faut dire qu'à cette époque-là, sur le cinéma muet, c'était une musique qui soulignait chaque passage, qui est un peu redondante. Mais Miles Davis, c'est Miles Davis qui accompagne. On sent vraiment l'inspiration. Et le fait d'avoir l'image projetée, on sait quelle note on va jouer. Ça, j'en suis sûr. Mais c'est bizarre qu'aucun réalisateur n'ait songé à faire ça. Mais il faut vraiment avoir le soliste. Ce soliste-là, qui a une musicalité extraordinaire et puis une sensibilité aussi. Dommage, c'est vrai que personne n'y pense. De réunir un groupe et de dire, bon, on va faire une musique. En plusieurs séances, c'est pas grave. Ça, c'est une idée. Je la proposerai. Merci. Ça se fait que sur les films muets de la grande époque. Et encore, on invite une orchestration à faire... la musique, parfois, mais pas de la création. Je parle seulement des reprises. Oui, mais il y a beaucoup de films muets. Je sais que Pierre Janssen, avec Antoine Duhamel, avait fait de la musique sur le grand chef-d'œuvre de... Comment il s'appelle, l'allemand? Fritz Lang? Non. Métropolis. Oui, Métropolis. Giorgio Moroder aussi avait fait ça. Ah oui, il avait refait la musique après. De Métropolis? Sur un film muet. Oui, sur Métropolis, quand ils l'ont ressorti. Ah oui. Oui, ça me tente moins. Ce qui me tente vraiment, c'est qu'aujourd'hui, un réalisateur tourne un film, enfin, m'en parle quand même un peu avant pour que je me prépare, tourne un film et me dit, on va faire avec 2 personnes, si vous voulez, 2 personnes avec qui vous entendez, un percussionniste et une contrebasse, on va faire un enregistrement live. Et on a 3-4 jours pour le faire. Ça coûte pas cher, d'abord, et puis ça peut être incroyable. Ça peut être surprenant. Ouais, il y a une question encore dans le public, je vous en prie. Bonjour, je voulais savoir quelle importance vous apportez, vous donnez à l'interprétation. Vous nous parliez de Bach tout à l'heure. Moi, j'écoute la suite numéro 1 pour violoncelle par Yo-Yo, par Paganini, par Fauré. J'ai 3 émotions différentes. Je sais pas laquelle j'aime. Mais quelle est votre implication dans le choix d'interprète de votre composition? J'ai rarement un soliste, mais en général, j'essaye de prendre ce qui est possible. Parce que les grandes vedettes, les grandes stars, c'est très difficile qu'elles acceptent de jouer. J'ai eu pour un film qui a été réalisé par Roger Allers, qui s'appelle Le Prophète, j'ai eu la chance de travailler avec Yo-Yo Ma. Et j'ai trouvé ça, mais ça transfigure ma musique, évidemment. Mais nous n'avons pas souvent accès à ça. Ou alors, il faut faire ça, il faut le prévoir au moins 1 an à l'avance. Je sais qu'Alexandre avait demandé Lang Lang, il a eu Lang Lang, mais il avait demandé 1 an à l'avance, Alexandre Desplat. Je ne sais plus, il y a 4-5 ans, je ne sais plus lequel. Mais c'est très difficile. Ça nous est très difficile de toucher aux grands solistes. Par contre, nous pouvons avoir les grands orchestres. Et ça, c'est déjà beaucoup. Quand on a le London Symphony Orchestra ou bien le Royal Philharmony, ça élève tout ce que vous avez écrit. Ça vous est arrivé de quitter un film? Oui. Parce que ça se passait. Mais je dis toujours, moi, c'est un mariage pour moi.
Et si je vois que les fiançailles se passent mal, je m'en vais. C'est sûr, oui. Mais il est arrivé 2-3 fois de quitter un film. Et aussi pour l'humeur. Parce que je trouve que le respect est obligatoire entre les gens, entre le réalisateur. Même s'il est maître d'œuvre, se doit d'avoir du respect, même pour son plus petit caméraman, même pour le T-boy, le type qui va acheter le thé. Et si je trouve qu'il n'y a pas de respect, je m'en vais. Si je trouve qu'il n'y a absolument aucune entente possible, aucune harmonie possible musicalement, sur le plan du goût, je m'en vais aussi. À quoi ça sert de rester dans ces cas-là? Je préfère ça, vraiment. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Parce que je suis entier. Et parce que je donne mon cœur aussi. Je dis mon cœur et mes connaissances, mais le cœur, ça compte. Donc, voilà, je m'engage que par le cœur, en fait. Eh bien, on va conclure par cette magnifique phrase de Gabriel. Je savais qu'elle venait à la fin, donc je l'ai gardée pour la fin. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Daniel, d'être venu.